Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de décryptage de la semaine. Ce soir, nous allons aborder pas mal de sujets d'actualité, notamment le fameux sujet de reward money. Nous allons aussi parler de l'affaire AFRINIC sur les blanchiments et les banques. Et pour parler ce soir, nous avons un invité extraordinaire, formidable. Nous accueillons ce soir un homme de grande expérience dans le domaine du judiciaire. Il est avocat et aussi ancien juge de la Cour suprême. Nous avons avec nous M. Vinod Boolell. Monsieur Vinod Boolell, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux éditeurs. Monsieur Vinod Boolell, avant tout, merci d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Décryptage. Avant d'aborder nos sujets qui sont à l'ordre du jour, je vais vous poser la question sur le judiciaire en 2025. Quel est votre regard sur le judiciaire en 2025 en voyant des affaires que nous avons désormais en cours, qui sont un petit peu plus... Est-ce que c'est plus compliqué maintenant ou avant c'était un peu plus compliqué? Bon, il y a beaucoup d'observations qui sont faites sur le judiciaire. Mais il faut comprendre une chose. Les affaires qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes affaires qu'on a eues à l'époque. C'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps et ça demande beaucoup de réflexion de la part des juges. Et parfois, les gens pensent que les affaires traînent, les juges prennent trop de temps pour écrire un jugement. Donc, il faut comprendre, quand une affaire est compliquée, on ne peut pas rendre un jugement à la hâte. Il faut bien réfléchir, qu'est-ce qu'on veut écrire, comment on va approcher le sujet et tout. Donc, c'est pas l'atmosphère est différente. Et on va aborder maintenant les sujets qui sont à l'ordre du jour. J'aimerais justement qu'on parle de cette affaire de reward money qui fait la une de l'actualité depuis un bon moment. On a vu l'arrestation d'un haut gradé soupçonné d'avoir détourné de l'argent destiné aux informateurs, relance les inquiétudes sur le contrôle du système. Est-ce que vous pensez que le dispositif actuel de gestion des récompenses offre des garanties suffisantes contre les abus? J'avais tiré la sonnette d'alarme depuis 2021, quand j'avais un article pour Mme Touya Payag pour l'Express. Et j'avais dit, le titre c'était « Should the reward money be paid ?» Et j'avais écrit dedans, il y avait pas mal de scandales, pas mal de soupçons, de gestion et tout. Et 4 ans après, qu'on réalise qu'il y a un gros problème. Oui. Le système qu'on a maintenant, d'après ce que je comprends, d'après ce que les journaux ont écrit, c'est que une fois qu'on arrête quelqu'un, on fait une demande de reward money, et l'ancien commissaire de police a dit, moi je ne vérifie pas, je fais que signer. Oui. Ici, le policier va vers l'informateur, s'il existe, si ce n'est pas une fiction, il a une signature sans mettre l'identité de la personne, Oui. pour le protéger, Mm-hmm. et il va remettre ça au commissaire de police, il dit voilà, j'ai payé. Mais on ne sait pas au juste à qui il a payé, si l'informateur existe vraiment ou non. Mais maintenant, pourquoi donner le reward money au moment de l'arrestation? Pourquoi ne pas attendre le déroulement de l'enquête, voir si l'affaire va être poursuivie par le DPP en cours, et voir le résultat. Après, on décide de donner le reward money. Pourquoi cet empressement pour donner le reward money? Il y a un problème là. Mais comment rester transparent justement dans cette affaire de reward money, sachant que l'informateur voudra quand même garder l'anonymat pour ne pas avoir des problèmes? D'accord, il faut garder l'anonymat de l'informateur pour sa propre sécurité, je comprends. Mais on peut toujours avoir un système pour vérifier vraiment si cet informateur-là existe. C'est pourquoi j'avais écrit il y a quelques semaines sur reward money. Il faut donner l'argent à l'informateur en présence de quelqu'un d'indépendant qui est tenu par le secret professionnel. Et j'avais suggéré à un huissier de la Cour suprême ou quelqu'un d'indépendant pour protéger l'informateur et pour savoir vraiment si cet informateur-là existe et si c'est lui qui a donné l'information et quel montant qu'il a demandé. On a l'impression que c'est là que vient le problème. Comment trouver une personne indépendante qui justement va
ne va pas aller balancer l'identité. Il y a des gens indépendants. Chez la Cour suprême ne va pas être malhonnête. Il faut donner le bénéfice du doute. Oui. Dans un système de droit, comme l'île Maurice, tout le monde ne peut pas être corrompu. Il y a quand même des gens honnêtes. Et pour le reward money, la saga reward money, vous pensez que justement par rapport à ce que vous venez de proposer, ça aurait pu être évité, ce genre d'écartade, on va dire? Moi, je pense que le scandale aurait pu être évité. Premièrement, si on avait remis l'argent en présence du commissaire de police et d'un témoin indépendant à un informateur, et ces gens-là seraient tenus par le secret professionnel. Deuxièmement, donner le reward money après que l'affaire ait été jugée. Pas au moment de l'arrestation, non. Justement, quand on voit l'arrestation, on dit au gradé de la police accusé d'avoir déposé et retiré des sommes inhabituellement importantes. Est-ce que vous estimez que les banques concernées ont respecté leurs obligations légales au titre de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act? Le problème, c'est que les banques ont une grande responsabilité, Oui. surtout avec les nouvelles lois qu'on a passées pour contrôler, pour empêcher le blanchiment d'argent. Parce que les banques doivent être vigilantes face aux transactions suspectes, conformément à l'article 2 de la FIAMLA. Et l'article 2 définit une transaction suspecte comme étant une transaction qui donne lieu à une soupçon raisonnable de blanchiment d'argent ou de produit d'un crime ou qui est effectuée dans des circonstances inhabituelles ou injustifiées qui ne semblent avoir aucune justification économique ni aucun objectif licite. Oui. Et qui suscite des soupçons. C'est bien clair. Donc, moi, j'arrive à la banque, je dépose 1 million. Quel est le rôle de la banque? Alors, il faudrait savoir d'où provient... La première réaction, c'est que, est-ce que c'est une transaction normale? Oui. Posez la question. Non, on prend l'argent. Donc demain, on vient retirer de l'argent, 500 000. Et ça se passe comme si rien n'était. Mais pourquoi il y a toutes ces lois-là? La Banque de Maurice a émis des directives pour demander aux banques d'être très très vigilantes concernant les dépositions et le retrait d'argent. Mais si une banque ne suit pas ces directives, comment on va contrôler? Si c'est pas de l'argent sale, l'argent qui est un produit d'un crime quelconque, ou non. Mais le problème, c'est que les directives émises par la Banque de Maurice, c'est bien clair, c'est bien détaillé. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi une responsabilité de la banque. Maintenant, je ne sais pas quelle banque a été impliquée dedans, mais la loi prévoit aussi ce qu'on appelle les exempt transactions. Exempt transactions, ce sont les transactions entre des banques. Mais après, un individu et la banque, mais pourvu que ce soit une transaction normale en ce qui concerne les activités de la personne. Par exemple, un commerçant qui a l'habitude d'aller déposer 500 000, 1 million. Oui. À ce moment-là, on peut dire que c'est un exempt transaction parce que c'est le sillage de son travail qu'il fait ça presque tous les jours, toutes les semaines. Mais c'est d'un coup un policier arrive pour verser 1 million. Vous ne posez pas la question. Premièrement. Et qui a autorisé à la banque d'accepter ce genre de transaction? Mais on fait des enquêtes sur les individus. Est-ce qu'on fait des enquêtes sur les banques? Ou bien la banque qui est concernée? Moi, je n'ai rien vu là-dessus, jusqu'à maintenant. Oui. Pourquoi? Posez-vous la question.
Mais vous pensez que les banques aussi, peut-être que les banques aussi hésitent un petit peu à poser des questions sur la provenance de l'argent, en se disant que c'est un policier, peut-être peur de représailles, ou se dire que le policier va me dire non, c'est anonyme. Un policier est un client comme n'importe qui. Vous ne pensez pas qu'il y a la peur de l'uniforme Un là? Non. policier n'est pas au-dessus de la loi, Oui. uniforme ou non. Mhm. C'est pas une question d'hésitation, c'est une question de devoir, conformément à la loi. Posez la question, parce que je suis un ancien juge, moi, Oui. je vais à la banque avec 5 millions de roupies. Ah, monsieur, vous êtes un ancien juge, ça va. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Désolé. Vous ne pensez pas qu'il y a cette perception quand même dans notre société où on a la perception que si c'est un politicien, non, il ne faut pas trop poser de questions. Si c'est Ah, un si une policier, banque veut prendre la responsabilité ou le risque de ne pas poser des questions à certaines personnes parce qu'ils occupent un poste important, comme un policier, Oui. etc., c'est leur problème. Mais la loi reste la loi. Il faut appliquer la loi. Et justement, parlons un petit peu de Standing Order 122 qui exige des bordereaux certifiant que les informateurs ont été payés, mais pas leur reçu. Cette absence justement de pièces justificatives, est-ce que ça rend le système intrinsèquement vulnérable à la fraude et à la corruption selon vous? Le fait qu'il n'y a pas Maintenant, de... quand on donne le reward money, l'informateur, s'il existe, si, Hmm. mais c'est une signation illisible, on ne met pas son nom, Oui. pour qu'on ne sache pas qu'on ne sache pas qui c'est. Mhm. C'est pour sa protection. Et le document est remis au commissaire de police ou aux personnes responsables, au caserne centrale, qui s'occupent de ce problème. OK? Mais parce qu'on ne peut pas donner l'identité de la personne, mais le policier qui fait l'enquête, qui a arrêté le suspect, lui, il connaît l'identité de l'informateur. Moi, je pense qu'il aurait pu donner l'identité de l'informateur au commissaire de police en toute confidence. Et laisser le commissaire de police vérifier vraiment si cet informateur-là existe avant de débourser l'argent. Il y avait un abus autour de cet anonymat. Et il faut aussi que justement le fait de ne pas avoir de reçu, justement, comment ça se fait que pendant toutes ces années, personne n'a sonné la sonnette d'alarme par rapport au fait que n'importe qui peut signer, faire une fausse signature, prendre de l'argent. Comment ça se fait que personne n'a vu? Ça pourrait être une faille dans le système. Très bonne question. C'est pourquoi au début j'avais dit, est-ce que la personne qui a signé le récépissé, est-ce que cette personne existe vraiment? Parce que n'importe qui peut griffonner une signature. Parce qu'on ne met pas le nom. C'est ça la faille. C'est pourquoi j'ai dit, s'il fallait donner de reward money, en présence d'un témoin indépendant, en présence du commissaire de police et en présence du policier qui a effectué l'arrestation. Mais certains suggèrent que l'argent des récompenses soit remis en présence d'un témoin indépendant, comme un huissier de la Cour suprême et soumis à un audit annuel. De telles réformes, est-ce que ça va renforcer la transparence sans compromettre la confidentialité des informateurs vraiment? Même les suggérer que ce soit, par exemple, un huissier de la Cour suprême dans un article que j'ai écrit. Moi, je crois que c'est un début Oui. vers la transparence. Mais c'est un long chemin quand même, pour avoir la transparence. Ça fait rien, quand il y a un problème, on attaque le problème, même si le chemin est long, Oui. on pourra trouver une solution. Mais si on reste passif, on laisse pourrir la situation, on ne trouvera jamais une solution. Après, n'oubliez pas, le reward money, c'est l'argent du public, c'est notre argent. Oui. Pas l'argent des policiers, des donations. Non, c'est notre argent, l'argent du public. Donc il faut avoir un contrôle strict là-dessus. On a parlé justement du FIAM là, la FIAM là qui impose au CEO et au CEO des banques d'approuver personnellement les transactions exemptées au-delà du seuil de 500 000 roupies. Le public ne devrait-il pas justement être informé si ces autorisations ont été accordées et sur quelle base ces autorisations ont été accordées pour faciliter la transparence? Non, les transactions bancaires, c'est quand même confidentiel. Oui. Si un responsable de la banque donne une autorisation pour une transaction particulière concernant les finances, on ne va pas étaler ça en public. Pas nécessairement. Mais la personne qui donne l'autorisation assume ses responsabilités, lui.
s'il a fauté. Oui. Mais je ne crois pas qu'il faut étaler ça en public parce que les transactions bancaires, c'est confidentiel. Mais les directives de la Banque de Maurice qui insistent sur la vigilance face aux transactions suspectes, le fait de ne pas avoir signalé ces opérations, est-ce que ça montre quand même un manquement en matière de conformité ou une certaine complicité possible des... Si c'est de l'argent sale, ou bien si on n'a pas respecté les directives pour poser des questions concernant une somme qui va au-delà de 500 000, Oui. la banque doit faire une enquête interne. Sinon, la Banque de Maurice doit intervenir pour savoir pourquoi on n'a pas fait le contrôle qu'il fallait avant d'accuser l'argent. Mais maintenant, c'est aux banques, c'est à la Banque centrale de faire le travail. C'est pas à nous. On a un petit peu de cette affaire d'AFRINIC maintenant. On a tous entendu parler de l'AFRINIC dans les médias. Est-ce que vous pensez que la décision du gouvernement de déclarer AFRINIC comme declared company au titre de la section 230 du Companies Act, c'était une mesure légitime pour protéger l'intérêt public ou vu comme un excès d'ingérence dans un dossier qui aurait dû rester sous supervision judiciaire? Écoutez, il y a la section 230 du Companies Act. Oui. C'est pas pour rien que le législateur a mis cette section dans la loi. Oui. Bon, c'est une section qu'on utilise parce que rarement. Mais la section dit bien clairement que le ministre chargé des affaires des compagnies, des sociétés, s'il estime que pour la protection du public, les actionnaires ou les créanciers d'une compagnie, il est souhaitable d'enquêter sur les affaires publiques, les affaires d'une compagnie peuvent faire l'objet d'une enquête et c'est pourquoi on le déclare un declared company. Bon, maintenant, il y a différents points de vue qui ont été exprimés. Il y a une affaire en cours, il fallait pas faire la compagnie devenir un declared company. C'est une ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Il y a certains articles que j'ai lus sur Internet. Beaucoup de personnes en Afrique ont salué cette décision. Oui. Qui disent que c'est une bonne décision pour pouvoir mettre de l'ordre dans les affaires d'AFRINIC parce qu'elle a toujours une mauvaise gestion. Donc c'est l'avenir qui nous dira si la décision était bonne, bien si l'affaire doit continuer en cours ou non. Mais jusqu'à maintenant, une fois qu'on déclare la compagnie comme une declared company, il faut faire une enquête, il faut un inspecteur. Maintenant, on n'a plus d'inspecteur, on attend. Est-ce que la décision tombe d'elle-même, l'affaire continue en cours, on ne sait pas, on doit attendre le développement. Et la proclamation présidentielle s'est appuyée sur la section 67.3 de la Constitution pour relever le juge Ossane Belpo de ses fonctions judiciaires. Selon vous, cette interprétation, est-ce que ça constitue une violation de la Constitution et quel précédent ça va créer pour l'indépendance judiciaire à Maurice? On dit toujours qu'un mauvais précédent n'est pas un bon jugement. Oui. Moi, je crois que le président a agi en toute bonne foi, je pense, moi, parce qu'il a reçu l'avis qu'il fallait. On lui a dit qu'il pouvait agir sur la section 77.3. On ne sait pas qui lui a donné ce conseil. Oui. Et lui, il n'a fait qu'agir sur la section 77.3. Mais quand on lit la section 77.3, le président, de sa proclamation, dit en vertu des pouvoirs qui me sont conférés pour nommer les juges. Ce n'est pas lui qui nomme les juges. Le président n'a pas le pouvoir de nommer les juges, ni de faire partir les juges. Il a une procédure pour faire partir les juges. Mais pour nommer les juges, c'est le président nomme, oui. C'est la Judicial and Legal Service Commission qui recommande le nom des juges au président et c'est lui qui fait la nomination officielle. Mais le président de lui-même ne va pas nommer des juges. C'est ça où je pense qu'ils ont mal interprété la section 77.3. Et certains estiment que la nomination de juge en exercice comme inspecteur affaiblit le principe de séparation des pouvoirs.
sur le plan constitutionnel? Est-ce que cette inquiétude est-elle fondée et quel risque cela pose-t-il à la crédibilité de la magistrature? Je ne crois pas que nommer un juge en fonction affecte en quoi que ce soit l'indépendance du judiciaire. Non. Si le président avait écrit dans sa programmation, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la section 77 droit de la Constitution, et après avoir consulté la Judicial Service Commission, je nomme monsieur Intel. Pas de problème. Il aurait consulté la commission, puis dire voilà ce qu'on peut faire. Je vous consulte, je demande le nom d'un juge. Ou bien le bon choix c'est porté sur quel juge, si vous voulez accepter. On n'aurait eu aucun problème. De la même façon, on n'aurait eu aucun problème si on avait nommé un juge à la retraite. Oui. OK? Mais ça n'entame rien dans la séparation des pouvoirs, parce que très souvent, on nomme des juges pour présider des commissions d'enquête. Et ça se fait suivant la procédure. Le Premier ministre recommande au président d'instituer une commission d'enquête. Le président a besoin d'un juge, il va consulter le chef juge et on détache un juge pour faire des commissions d'enquête. Il y a eu pas mal de cas comme ça dans le passé. Oui. Et de la même façon, il y a des juges qui continuent à faire les arbitrages, qui sont détachés par le chef juge. Donc, je ne crois pas que nommer un juge en exercice entame quoi que ce soit la séparation des pouvoirs. On a vu la mise sous administration d'AFRINIC et les multiples litiges ont attiré l'attention internationale. Dans quelle mesure cette affaire, justement, a-t-elle terni la réputation de Maurice comme juridiction fiable pour les affaires Il y a deux points de internationales? vue. Certains pensent que la réputation de Maurice au niveau international a été entamée. Oui. D'autres pensent non, c'est une décision qu'il faut saluer pour mettre de l'ordre dans les affaires d'AFRINIC. Où se situe la vérité, on verra avec le développement de l'affaire. Et le juge Ossan Belpo qui s'est finalement retiré de sa nomination, invoquant l'intégrité de la magistrature. Est-ce que vous pensez que ce retrait est suffisant à réparer les dégâts ou faudrait-il mettre en place justement des garde-fous institutionnels plus solides pour éviter de tels précédents? Le dégât, c'est un grand mot. Il y a assez de garde-fous de la Constitution. Oui. Tant qu'on suit la procédure qui est prévue, ce n'est pas nécessaire d'avoir des garde-fous additionnels. J'aimerais peut-être maintenant qu'on parle un petit peu de l'Assemblée nationale et de la speaker, la nouvelle speaker, Madame Chérie Nomira Desifra. Lorsqu'on est speaker, justement, on utilise un langage largement considéré comme non parlementaire, tel que, par exemple, shut up, une excuse formelle devant l'Assemblée. Est-ce que ça doit être obligatoire pour préserver la dignité parlementaire, demander à la speaker de s'excuser devant l'Assemblée? C'est rien glissant. Non. Quand on regarde les standing orders de l'Assemblée, lorsqu'un député, un membre du Parlement, un ministre ou quoi, tient un langage non parlementaire, il est sanctionné par le speaker. À l'époque du régime de speaker Pokir, il avait employé le mot mad à l'encontre des députés. Et il ne s'est pas excusé. Mais lui, c'est un caractère un peu particulier. Mais quelle était la sanction? Une motion de censure. Mais l'opposition n'aurait pas pu gagner cette motion. Bon. Le speaker actuel a utilisé le mot shut up. Oui. À tout égard, le mot shut up n'est pas tellement un langage qu'on tient au Parlement. Oui. OK? Mais c'est un manquement quand même à la déontologie d'utiliser un mot pareil. Mais le gros problème, c'est qu'une fois que un speaker a dérapé, comme on dit, est-ce que il doit présenter des excuses? En 2023, à Singapour, le speaker du Parlement a dû s'excuser
pour avoir tenu un engagement parlementaire en réaction au discours des députés. Il avait écrit une lettre pour exprimer ses excuses. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'un speaker doit s'excuser et en quels termes? Il faut dire quand même, en faveur de Mme Omerudi, Zifra, qui a dit quand même que c'était malheureux que je me suis emporté pendant la commission des finances pour des raisons évidentes. Et moi, je pense que c'est tout à son honneur que le speaker ait évoqué sa colère, ce qui était regrettable selon elle. Est-ce qu'on pourrait considérer ça comme des excuses ou bien non? Mais moi, elle a accepté avoir eu tort. Elle a fait la déclaration qu'elle a faite. Mais vous pensez que cette reconnaissance, justement, ça suffit pour répondre aux exigences de responsabilité? Ça, je laisse le public juger. Et peut-être dans d'autres parlements, comme à Singapour, par exemple, on voit des speakers qui ont présenté des excuses officielles pour des dérapages similaires. Maurice, est-ce que vous pensez que Maurice devrait adopter un code de conduite plus strict, exigeant que le speaker soit soumis aux mêmes standards que les parlementaires? Ça dépend des speakers. Mais en général, si un speaker fait une déclaration au Parlement pour s'excuser ou bien pour faire une déclaration pour dire oui, voilà, c'est malheureux de ma part d'avoir dit ceci, d'avoir dit cela, moi je crois que ça suffit. Oui. Pourvu qu'il a eu cette reconnaissance d'avoir fauté. C'est ça qu'il faut. Mais Monsieur Vinod Boolell, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de l'émission Décryptage. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui. Et on vous souhaite encore une fois beaucoup de courage dans votre carrière en ce moment. Est-ce que vous faites en ce moment? Et surtout, j'espère qu'on pourra se recontacter pour d'autres sujets d'actualité et qu'on pourra compter sur votre apport, encore une fois, pour pouvoir répondre aux questions clairement au public. Si c'est intéressant, ce sont des sujets qui m'intéressent. Oui. Et si ce n'est pas des sujets controversés, pourquoi non? Merci beaucoup, M. Vinod. Merci. C'était M. Vinod Boolell qui était l'invité ce soir de l'émission Décryptage. Pour rendre cette émission-là possible, nous remercions à toute l'équipe vidéo, Patrice Lajoie, Abel Pell, Keno Diva Pénélope, Andy Cupidon et Prix. Merci aussi à Nenden Kamachi qui nous donne un coup de main pour l'organisation de l'émission. Et merci à Nati Baramen. Nous terminons l'émission ce soir avec les photos de la semaine réalisées par les photographes de l'Express. Merci et bonne soirée.